Bonjour tout le monde. Je m'appelle Rémi Paré-Beauchemin. Je suis étudiant à la maîtrise en psychoéducation à l'Université de Sherbrooke et aujourd'hui, je vais vous présenter ma communication orale avec ma collègue Melissa Hogan, qui est étudiante au doctorat en psychoéducation aussi à l'Université de Sherbrooke. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter un projet qui a été mis en place au département de psychoéducation, c'est-à-dire un club de lecture qui a été mis en place avec deux professeurs en recherche qualitative au département de en psychoéducation, pardon, Anne-Marie Touga et Déborah Humel. Donc, on va vous présenter aujourd'hui cette communication qui s'intitule Innover pour apprivoiser la recherche qualitative, leçons tirées de l'implantation d'un club de lecture auprès de membres étudiants d'un groupe de recherche. Mélissa, si tu veux peut-être te présenter brièvement. Oui, bonjour tout le monde. Merci de votre écoute attentive. Alors, je suis psychoéducatrice de formation et doctorante en psychoéducation. J'ai eu le plaisir de participer avec Rémi depuis le début au club de lecture. Donc, c'est un plaisir pour nous de vous présenter le fruit de nos résultats aujourd'hui. Génial, merci Mélissa. Donc, je vais poursuivre avec le plan de la présentation. Donc, on va tout d'abord vous présenter un peu d'où a pris la naissance du club de lecture qu'on a mis en place, quelle est sa raison d'être. Par la suite, on va poursuivre avec la définition, vous introduire à ce qu'est un club de lecture, tout simplement. On va ensuite vous présenter un peu le format, les caractéristiques du club de lecture qu'on a mis en place et les raisons qui nous ont inspirés à mettre en place le club de lecture de la façon qu'on l'a mis en place. On va poursuivre en vous partageant quelques expériences des personnes qui ont participé au club de lecture et on va terminer avec quelques recommandations pour l'avenir pour d'autres groupes qui aimeraient mettre en place une initiative comme ce journal, ce club de lecture-là. Donc, on va débuter avec l'origine du club de lecture. Donc, comment il a pris naissance? Tout d'abord, il y a eu un besoin qui a été formulé par le comité étudiant du groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance, c'est-à-dire le GRISE, vis-à-vis être davantage formé en recherche qualitative. Donc, à partir de ce besoin-là, il y a eu différentes réflexions et réactions de la part du corps professoral en recherche qualitative du département, donc Anne-Marie Touga et Déborah Humel. Première réaction, réflexion, ils trouvaient que c'était quand même difficile d'offrir une formation adéquate en recherche qualitative en un nombre limité d'interventions. Donc, pour vraiment répondre aux besoins qui ont été formulés par le comité étudiant, ils trouvaient que ça pourrait être difficile de bien répondre à ce besoin-là en faisant, par exemple, juste un atelier de 2 heures. Il y avait aussi le souci ou le risque de ne pas souhaiter répéter ce qui était déjà enseigné dans les cours au baccalauréat, les cours à la maîtrise et les cours au doctorat en recherche qualitative. Le souci que l'activité qu'elle a mise en place, ça rime avec le cursus universitaire, donc viennent prendre en compte ce qui est enseigné, ce qui est acquis aussi chez les étudiants, viennent approfondir ces connaissances-là, ces compétences-là. Et enfin, la volonté aussi de sortir du cadre d'un cours traditionnel, donc peut-être aller au-delà des évaluations, aussi que ça soit peut-être plus interactif, plus communicationnel. Et à partir de ces réactions-là, ces réflexions-là, qu'est-ce qui a été la solution ou l'idée qui a émergé? C'est celle d'un club de lecture d'articles scientifiques en recherche qualitative pour vraiment répondre aux besoins d'être davantage formés en recherche qualitative. Maintenant, c'est bien beau avoir cette idée-là de créer un club de lecture, mais c'est quoi un club de lecture? Petit historique très bref, fait quand même très intéressant. La création du premier club de lecture est créditée à William Osler, qui était membre professeur de la faculté de médecine à l'Université McGill à Montréal. Donc, ça provient un peu de chez nous au Québec. À cette époque-là, dans le fond, William Osler encourageait la lecture d'articles de revues scientifiques au sein d'un groupe de discussion à une époque où le coût en format papier de ces articles scientifiques-là était très élevé. Donc, le club de lecture était aussi un moyen de favoriser l'accès aux articles scientifiques, donc en 1875. Et par la suite, ce modèle du club de lecture-là a été grandement imité. Pas long, OK. Quelle est la définition moderne du club de lecture? Les clubs de lecture mobilisent des discussions de groupe autour d'articles scientifiques afin d'apprécier leur contribution à l'avancement des connaissances, de juger de leur qualité et d'estimer leur retombée pour la pratique. Donc, je vais laisser ma collègue Missa Oui. poursuivre avec l'introduction.
Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers les clubs de lecture, il y a eu toute une évolution là, historique. Entre autres, au début, là, on a même dans les écrits démontré que c'était des clubs de lecture de livres, jusqu'à aller avec en présentiel des book clubs, ce qu'on appelait. Et maintenant, on voit vraiment que les journal clubs ont pris de plus en plus d'effervescence, entre autres dans les dernières années, notamment en fait, grâce à la pandémie, on a vu que les gens ont voulu développer leurs compétences en recherche, se tenir actifs. Donc, il y a eu vraiment une effervescence à ce sujet-là. Dans les domaines d'application, la majorité d'entre des membres, en fait, qui participent au Journal Club sont vraiment en médecine et en soins infirmières. On voit que l'utilisation, en fait, des clubs de lecture se fait à deux niveaux. Dans un premier temps, on voit qu'il y a l'évaluation critique de la méthodologie, c'est-à-dire un type de club de lecture où le processus examine vraiment systématiquement des données de recherche pour en évaluer la validité et son applicabilité à un problème ou à une situation. Donc, on accorde beaucoup plus d'attention aux méthodes qu'à la conclusion des auteurs. Et dans un deuxième type, on voit vraiment des discussions en regard des meilleures pratiques dans un domaine, donc les Evidence-Based Journal Clubs, où ici les participants ensemble dans le club de lecture essaient de comprendre l'utilité des preuves de l'article pour échanger, changer leurs pratiques actuelles et développer, en fait, ils se concentrent sur le sujet, puis non seulement l'article, mais en tentant d'extraire, en fait, les bénéfices et les points forts de l'article et les enjeux. Donc, on voit par ailleurs dans la prochaine diapositive des bénéfices en fait associés au club de lecture. Oui, je vais la changer dans une seconde. Je vais juste aussi Oui, préciser que, vas-y. dans le fond, notre club de lecture, nous, s'inscrit vraiment dans la première utilisation, qui est l'évaluation critique de la méthodologie, donc évaluer vraiment les méthodes en recherche qualitative. Super, merci. Donc, en fait, il y a plusieurs écrits là, scientifiques qui relèvent des bénéfices liés au club de lecture. Donc, on a vu que les clubs de lecture se sont développés en un outil vraiment pédagogique qui est relevé utile à la fois sur le plan éducatif pour favoriser aussi l'apprentissage de compétences en évaluation critique, de même que le développement même des communications orales. On voit que les clubs de lecture promouvoient le développement des connaissances en recherche qualitative particulièrement et des compétences en matière de recherche suite à la participation. C'était fort intéressant d'apprendre qu'il y a une grande satisfaction élevée pour les clubs de lecture, particulièrement asynchrones, en raison justement de la facilité d'accès, de la diversité de la participation, la réduction aussi du temps et des coûts par rapport au déplacement. On voit que Peponi rapporte également que dans son étude, que plus de 85% des répondants ont estimé vraiment le développement de compétences en matière de recherche et une amélioration notable suite à la participation à un club de lecture. Et finalement, on voit qu'il y a vraiment une inclusion puis un réseautage de personnes étudiantes de plusieurs cycles d'étudiants qui se regroupent ensemble. Et il y a le développement aussi des habiletés de leadership, de collaboration et d'entraide à travers la recherche. Je ne sais pas si j'ai peut-être manqué, si on avait spécifié, mais ça, c'est tous des bénéfices qu'on peut retrouver dans les écrits scientifiques associés Exact, au club de lecture. c'est ça. Donc, je vais poursuivre avec le format de notre club de lecture, donc les caractéristiques du club de lecture qu'on a mis en place. Tout d'abord, avant de décider du format du club de lecture qu'on allait mis en place, on a recherché un peu dans la littérature différents enjeux qu'il existe quand on veut mettre en place un club de lecture. Et on a discuté aussi entre nous dans le comité organisateur pour voir qu'est-ce qui pourrait être les défis pour mettre en place le club de lecture dans notre université. Tout d'abord, on a trouvé qu'il y avait le manque de temps ou la surcharge de travail potentielle, autant chez les étudiants que chez les professeurs. Le sentiment de vulnérabilité, c'est-à-dire de poser des questions, d'un peu souligner sa méconnaissance de certains concepts, ça peut être gênant, ça peut être une limite à partager, à l'apprentissage évidemment aussi. La perte d'intérêt au fil du temps. Donc, peut-être que les participants peuvent avoir beaucoup d'enthousiasme lors des premières rencontres à participer, mais est-ce que cet enthousiasme-là, cet intérêt-là va se poursuivre au fil des mois et même voire les années?
Et enfin, le défi de favoriser l'engagement des personnes participantes dans l'activité, donc de lire les articles qu'on sélectionne, de s'engager dans les apprentissages, dans les réflexions, de poser des questions, puis de s'engager dans les discussions aussi lors des rencontres de groupe. Donc, ces 4 enjeux-là principaux ont mené justement nous ont guidés à créer un club de lecture qui allait répondre à ces 4 enjeux-là. Et dans les prochaines diapositives, on va vous présenter chacun de ces enjeux-là et les pistes de solutions qu'on a mises en place pour essayer de bien y répondre. Tout d'abord, pour l'enjeu du manque de temps et de la surcharge de travail. Première solution, bien, on fait une fréquence du club de lecture qu'on tente de ne pas l'avoir trop fréquemment, donc une fois au mois, même une fois au mois et demi. On crée un doodle pour sélectionner la date. Un doodle, s'il y en a qui ne sont pas nécessairement familiers, c'est une plateforme en ligne pour vraiment offrir des disponibilités et trouver les disponibilités communes à tout le monde. On fait aussi le club de lecture sur l'heure de dîner. Donc, tout le monde, la majorité des personnes sont disponibles sur l'heure du dîner. Par exemple, ils n'ont pas de cours, tant les personnes étudiantes que les personnes professeurs. On a décidé de le faire en ligne. Il y a différentes circonstances qui nous ont fait prendre cette décision-là. Tout d'abord, évidemment, les mesures socio-sanitaires de la pandémie qui sont un peu inévitables malgré qu'elles commencent à devenir de moins en moins présentes, mais aussi réduire le temps de transport. Donc, les gens peuvent peut-être plus facilement avoir accès au club de lecture s'ils ont moins besoin de se transporter et de permettre la participation sur les 2 campus de l'Université de Sherbrooke, qui est un fait assez important à l'Université de Sherbrooke. Il y a 2 campus, un à Sherbrooke et l'autre à Longueuil. Donc, si on ne l'avait pas fait en ligne, on n'aurait pas pu nécessairement rejoindre les participants des 2 campus. Ensuite, on privilégie des articles courts à lire, donc justement pour sauver un peu du temps, une charge de travail à tout le monde. Et on donne environ un délai de 2 semaines pour lire cet article. Enfin, dans le comité organisateur, il y a des personnes étudiantes aussi, évidemment. Il y a moi et Mélissa, un à la maîtrise, un au doctorat. Donc, on apporte la perspective d'être sensible aux périodes qui peuvent être plus chargées dans la session pour les étudiants. Et également, il y a 2 personnes professeurs dans le comité, donc Anne-Marie et Déborah. Et ça permet de diviser la charge de travail aussi, également les responsabilités entre 2 personnes professeurs qui, elles aussi, sont très occupées. Donc, par exemple, l'animation des rencontres, le choix des articles scientifiques, entre autres. Maintenant, pour le sentiment de vulnérabilité qui peut être présent lorsqu'on fait des discussions de groupe, qu'est-ce qu'on a mis en place pour répondre à cet enjeu-là? On a créé un cadre de bienveillance. Donc, ici, on a mis en place différents principes d'échange pour vraiment favoriser des discussions qui sont propices aux apprentissages, qui sont respectueux, qui sont sans jugement également. Donc, le but, c'est vraiment de favoriser des échanges dans le respect, dans la courtoisie, mais aussi valoriser, de faire des erreurs, de poser des questions pour vraiment favoriser l'apprentissage, puis les échanges, puis la co-construction des connaissances dans un cadre de bienveillance, tout simplement. Évidemment, tout ça est chapeauté par l'animation et la présence bienveillante des personnes professeurs. Et je vais laisser ma collègue poursuivre avec l'autre enjeu. Donc, pour ce qui a trait des pertes d'intérêt au fil du temps, donc on s'est vraiment assuré d'abord et avant tout d'établir un format qui est vraiment informel, qui est, oui, semi-structuré et flexible. Pourquoi flexible? Parce que comme club, on a voulu vraiment s'adapter, d'être en évolution avec les participants qui faisaient partie du club de lecture. Donc, on a tenu des rencontres comme comité organisateur pré et post, les rencontres pour bien planifier, organiser puis s'adapter, puis vraiment être en co-construction. Vous allez voir dans les prochaines diapositives, là, on démontre justement cette belle collaboration-là. Puis justement, les études là, soulignent l'importance du cadre informel puis de cette flexibilité-là. Pour répondre à ça, nous avons proposé en fait des articles par les personnes étudiantes et professeurs. Ce sont tous des thèmes qui sont liés en fait d'ordre de la psychoéducation et on s'est assuré que les sujets étaient bien reliés aussi également avec le GRIS, le groupe de recherche, donc avec ces axes soit de favoriser les capacités adaptatives des enfants à risque en raison des caractéristiques personnelles ou environnementales,
D'autres articles s'appuyaient en fait sur la modification du parcours développemental et des trajectoires des enfants présentant des difficultés ou encore de soutenir l'adaptation et l'équilibre. On s'est vraiment assuré de stimuler toujours en proposant des articles de ce niveau-là et d'évaluer régulièrement auprès des personnes participantes leurs intérêts, leurs besoins. D'ailleurs, à 2 ou 3 reprises, à travers le club de lecture, nous avons envoyé des sondages vraiment pour s'assurer de reconnaître, dans le fond, notre processus évolutif puis de regarder qu'est-ce qui pouvait être favorable pour les participants, toujours s'arrimer à ce niveau-là. Si je pourrais peut-être juste rajouter, Oui, Lisa, pour le premier point, le format informel, oui. pour clarifier, en fait, vu qu'on est des personnes participantes et professeurs, en fait, il y a des professeurs qui sont dans les clubs de lecture, mais il y a aussi des étudiants au doctorat, à la maîtrise et à la 3e année Ah de oui. baccalauréat. Donc, le format informel, c'est vraiment pour essayer de ne pas trop s'enfarger les pieds dans les fleurs du tapis, si on peut dire, l'expression qui dit qu'il y a oui, il y a une hiérarchie académique, mais on n'en prend pas trop en compte. On est vraiment en train de discuter de manière égale entre tous les participants, peu importe leur degré ou leur niveau Effectivement. d'enchaînement académique. Et semi-structuré, c'est vraiment faire pour un peu le lien avec l'entrevue semi-structurée, où ce que Mhm. informel ne veut pas dire informel et flexible ne veut pas dire sans structure. Donc, on a quand même une structure de base avec une façon de base, au moins pour planifier les rencontres de groupe, les discussions, mais il y a une belle ouverture comme une entrevue semi-structurée pour vraiment sauter, reprendre la balle au bon quand il y a des sujets ou des discussions qui émanent naturellement. Donc, on a une structure, mais elle est flexible et il y a place pour l'ouverture à aller dans différentes directions. Super, merci Rémi pour cet ajout. En fait, pour répondre aussi toujours dans les défis pour favoriser l'engagement dans les activités, la première chose que nous avons fait, c'est nous avons établi des questions pour guider les lectures de l'article. Vous allez voir dans la prochaine diapositive, on va pouvoir bien vous guider à ce niveau-là, mais des questions, c'était tout simplement comme qu'est-ce qui vous a surpris en lisant l'article, quels sont les éléments qui n'étaient pas clairs ou que vous n'avez pas bien compris et qu'est-ce que vous avez retenu, en fait, en ligne vous allez voir, qu'est-ce que vous avez retenu, pardon, de cet article-là. Puis vous allez voir, on a choisi de le faire sur une plateforme en ligne avec des post-it, comme qui était la portion asynchrone. Donc, c'était des questions et des commentaires qui étaient anonymes et ça permettait justement de répondre aux sentiments de vulnérabilité, la gêne, un peu d'ajouter, de commenter, d'expérimenter au niveau de la recherche, puis nos critiques à ce niveau-là. Donc, si vous pouvez constater dans la diapo ici, donc les étudiants venaient remplir là, à travers les post-it les bons coups, en fait, et qu'est-ce qui avait surpris de l'article. Puis ça nous permettait vraiment d'avoir un échange rigoureux sur différents thèmes, entre autres l'erreur d'échantillonnage ou la saturation théorique, par exemple, d'un article scientifique super riche et intéressant. Et nous avons eu justement le choix, lorsque nous avons implanté le club de lecture, de se poser la question, est-ce que l'on fait un club de lecture ouvert ou fermé? Et pour favoriser la cohésion, l'entraide, qu'on soit plus à l'aise de partager et cheminer dans nos réflexions, nous avons décidé de faire un groupe fermé où, en fait, les étudiants peuvent s'inscrire soit à l'automne, à la session d'automne et à la session d'hiver. Et le but, c'était vraiment de progresser ensemble. Et récemment, justement, il y a plusieurs étudiants qui nous ont fait le partage que définitivement, ils voulaient s'adonner au groupe dès la session prochaine. Si je peux rajouter aussi pour Oui. groupe fermé, groupe ouvert, le fait d'avoir un groupe fermé, ça permet justement, comme Issa l'a nommé, de progresser ensemble. Ça permet aussi de créer un espèce de lien de cohésion, un lien de confiance. On vient à se comprendre. Donc, ça peut répondre aussi aux besoins au sentiment de vulnérabilité, où ce que le lien de confiance permet de justement se rendre plus à l'aise, de poser des questions, de montrer notre méconnaissance de certains concepts. Donc, ça a plein d'avantages à ce niveau-là. Et rapidement, lors des discussions des articles, on essaie de viser autant les points qui sont à améliorer dans les articles scientifiques, par exemple les critiques, les contre-exemples, si on peut dire, mais aussi mettre l'emphase sur les bons coups à reproduire. Donc, autant les bons coups, ce qu'on peut reproduire dans nos propres travaux, versus ce qui est peut-être à moins à reproduire, puis ce qu'on peut apprendre à améliorer. Donc, les deux côtés sont discutés.
Maintenant, le résultat un peu de tous ces enjeux-là, ces pistes de solutions-là, pardon, c'est à mené au comité organisateur de 2 personnes professeurs en recherche qualitative, une personne étudiante au doctorat et une personne étudiante à la maîtrise, tous du département de psychoéducation. Les personnes participantes sont des personnes étudiantes de premier, deuxième et troisième cycle. Donc, premier cycle, ça a été on a choisi seulement les troisième années de baccalauréat parce que on avait l'impression que ça allait les préparer pour leur entrée à la maîtrise. Il y a aussi un stage en recherche entre le baccalauréat et la maîtrise à l'Université de Sherbrooke. Donc, ça peut les préparer aussi au stage de recherche. 20 minutes sont écoulées là. Hein. Excellent, parfait, merci beaucoup. Et deuxième cycle, donc maîtrise, et troisième cycle, doctorat. Donc, ça fait vraiment des échanges multiniveaux qui sont très enrichissants. Le taux de présence à chacune des rencontres, c'est environ une dizaine de personnes participantes, incluant le comité organisateur. Et c'est important de le nommer, c'est une activité facultative, donc elle n'est pas accréditée, elle n'est pas obligatoire, c'est une participation volontaire, elle n'est pas notée également, donc c'est vraiment une activité hors cursus. Je vais laisser ma collègue poursuivre avec l'expérience des personnes participantes. Donc, pour conclure là, un peu, en fait, vous avez vu qu'il y a eu de nombreux bénéfices, autant dans la littérature, mais nous, on a constaté des bénéfices également dans notre club de lecture. Il y a un sondage qui a été transmis à la mi-année, en fait, auprès des participants, à savoir qu'est-ce qui vous appelait, en fait, du club de lecture. Et nombreux ont été les étudiants, les enseignants et même la direction du GRI a partagé, en fait, les plus-values, les bénéfices, entre autres, on a vu des gens nommer, il s'agit d'un format d'échange respectueux où l'on dissèque des articles qualitatifs où chacun a la liberté d'exprimer sa vision de la recherche qualitative. On a vu que le cadre de bienveillance, les échanges avec les gens qui sont peu à très familiers avec la recherche les a plu également. Après chaque rencontre, j'ai approfondi mes connaissances et retourne même dans le texte étudié. Ce qui me plaît le plus sont les échanges avec des experts en recherche qualitative et des apprenants. C'est stimulant pour moi, comme professeur, en fait, de discuter avec les étudiants sur des thèmes que j'arrive difficilement à approfondir dans un contexte d'enseignement traditionnel. Et finalement, cette initiative contribue au dynamisme de notre groupe de recherche et à la qualité des travaux qui sont menés. Et ce qui est intéressant, c'est que cette initiative-là, non seulement qu'elle contribue au dynamisme du groupe, mais ça a créé vraiment un pôle d'attraction pour les étudiants et ça contribue à consolider tout un pan de recherche là, qui était peut-être négligé par le passé là, au niveau de la recherche. Voilà. Pour conclure. Donc, merci, Mélissa. Je vais poursuivre avec rapidement les recommandations pour l'avenir. Donc, d'autres groupes qui aimeraient mettre en place un club de lecture, qu'est-ce qu'on leur recommande à partir de notre expérience? Donc, tout d'abord, pourquoi mettre en place un club de lecture? Je pense que c'est important de clarifier la raison d'être du club de lecture. Donc, vraiment évaluer à quels besoins on souhaite répondre avec le club de lecture. Quels vont être alors les objectifs et le type de club de lecture qu'on va mettre en place? Est-ce qu'on veut justement évaluer de façon critique la méthodologie de recherche d'un article scientifique ou est-ce qu'on veut plutôt parler, par exemple, des meilleures pratiques dans un domaine particulier? Donc, être au clair avec la raison d'être, les besoins et les objectifs auxquels on veut répondre. Ensuite, le comment le mettre en place. C'est important d'être sensible au contexte. Donc, mettre en place un club de lecture, ce n'est pas nécessairement comme une recette de cuisine qu'on suit avec les étapes A, B, C, mais c'est important d'adapter sa mise en œuvre selon les besoins et les réalités du milieu et des personnes participantes dans lesquelles on va l'implanter. D'un côté, par exemple, on a un campus qui est divisé dans deux villes qui sont à peu près à 1h30 de transport en voiture. Donc, c'est sûr qu'on prend ça en considération si on veut favoriser la participation sur les deux campus. Donc, c'est important il y a plusieurs recommandations dans les écrits scientifiques, mais ils nomment aussi que ça ne veut pas dire qu'il faut toutes les mettre en place, il faut les sélectionner pour vraiment bien répondre au contexte dans lequel on l'implante. Et l'importance du leadership collectif. Donc, c'est important d'avoir un comité organisateur pour planifier, guider et prendre des décisions qui sont éclairées et appuyées vis-à-vis du club de lecture. Il ne faut pas négliger
que ça prend quand même une certaine planification. Donc, un choix judicieux des articles scientifiques à discuter pour des bonnes raisons. Les personnes participantes, nous, par exemple, on fait des rencontres pré- et post-rencontres de groupe, donc pour parler de qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qu'on peut améliorer et planifier la prochaine rencontre. Et la pertinence d'un comité organisateur qui est mixte, qui inclut autant les personnes professeurs que les personnes étudiantes, parce qu'ils ont chacun une perspective différente, mais complémentaire. Et à notre avis, ça permet vraiment de donner un produit final qui est beaucoup plus riche que seulement ce que les professeurs ou seulement ce que les étudiants auraient pu faire à eux seuls. Mm. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre attention et on reste disponible pour des questions.